Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence ce matin et bienvenue pour ce premier webinaire de la semaine Asie. On propose donc toute cette semaine un pays différent chaque matin avec des thématiques sectorielles que l'on va vous proposer tout au long de cette semaine. Ce matin, on commence donc en ce lundi 25 janvier avec Singapour et l'Asie du Sud-Est pour vous parler des agri-food-tech, des agri-tech et de l'agriculture urbaine. Agriculture urbaine et agri-tech, on verra comment et pourquoi ce matin ce sont vraiment les solutions gagnantes pour demain, solutions alternatives et innovations technologiques qui vont vous apporter d'énormes opportunités à ne pas manquer. C'est vraiment le vecteur porteur pour l'industrie de demain en termes d'innovation en agrotech et en innovation technologique. Donc ce matin, Bretagne Commerce International, en partenariat avec la Chambre de commerce française de Singapour, qui est l'un de nos prestataires agréés, faisant partie du réseau de BCI, ainsi que le pôle VG-Police Vallée, on va vous proposer, on va vous présenter ce matin à l'occasion de ce webinaire tous les enjeux, les perspectives et les opportunités liées au boom de l'urban farming et de l'agri-food-tech en général. Comme vous le savez probablement, à l'Asie du Sud-Est, c'est le 3e bassin de population mondiale. Et ce bassin est en forte croissance et présente de nombreuses opportunités pour vous, entreprises bretonnes, quelles que soient vos expertises et vos secteurs d'activité. Singapour, au sein de cette région très dynamique, c'est un hub, cette région de Singapour. C'est donc un hub incontournable dans l'agri-food-tech aujourd'hui. Et c'est un écosystème qui se structure grâce aux innovations et grâce à des thématiques prioritaires que l'on va mettre en avant ce matin au cours de ce webinaire, c'est-à-dire aller vers une production alimentaire urbaine et durable, aller vers des innovations concernant les aliments du futur et toutes les technologies permettant de produire ces aliments du futur et pour aller aussi vers une sécurité alimentaire qui devient incontournable. Donc, ce webinaire va vraiment vous présenter les grandes tendances et les enjeux en agriculture urbaine, en nutrition, et on va voir aussi quels sont les programmes de développement et de recherche ainsi que les opportunités du secteur qui s'offrent à vous. Je vais vous présenter nos intervenants de ce matin. Donc, ils sont nombreux. Merci encore pour votre concours et votre présence avec nous ce matin. Je vais commencer par la Chambre de commerce française de Singapour avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Donc Karine, qui est la directrice de la Chambre de commerce française. Sont avec nous également Jacqueline et Céline, qui sont directeurs régionaux au sein de la Chambre. Bonjour à tous les deux. L'Economic Development Board de Singapour. C'est de EDB en fait. Oui, on est partenaire avec la Chambre de commerce française. Oui, pardon, c'est exact, pardonnez-moi. Pas de souci, enchanté. Enchanté, merci beaucoup pour votre présence et puis de partager votre expertise avec nous ce matin. Je vous présente également Nicolas et Pauline, qui font donc partie du pôle VG-Police Vallée. Nicolas est responsable du développement international et Pauline chargée de mission innovation, coordination de l'axe innovation variétale, performance des semences et plants et de l'axe végétal urbain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, avant de faire la brève présentation de BCI, comme le veut la tradition, un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Donc, ce moment est un moment d'échange. C'est votre moment, vous, entreprise qui vous êtes inscrite à ce webinaire ce matin. N'hésitez surtout pas à prendre la parole quand bon vous semble pour partager vos expériences, pour poser vos questions en direct à nos intervenants. C'est vraiment votre moment. Ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole, soit en levant la main pour que j'active vos micros. C'est souvent plus facile de s'exprimer oralement que par écrit. Si néanmoins vous préférez poser vos questions par écrit, vous avez pour cela le petit module questions-réponses.
Donc, dans le bas de votre écran, sur votre barre de tâches, vous pouvez partager avec nous vos questions par écrit. Je les prendrai au fur et à mesure pour qu'on y réponde en direct. Donc, surtout, n'hésitez pas. En ce qui concerne la prise de notes et de tout ce qui va être dit pendant ce webinaire, pas de panique. La présentation de ce matin sera disponible sur BCI Info. Donc, vous allez retrouver tous les différents slides et tout ce que l'on va dire ce matin. Tout ça sera disponible sur la plateforme BCI Info, accessible via notre site web. Et le podcast du webinaire sera aussi en ligne incessamment sous peu, puisque le webinaire de ce matin est enregistré. Je vais lancer la petite vidéo de présentation de BCI pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre structure et les différents services que l'on propose donc aux entreprises bretonnes. Merci pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde.
Merci pour votre attention. Si je vous ai remis une petite slide sur les services de BCI Info, je vous laisserai prendre connaissance ou reprendre connaissance de tout ça lorsque vous aurez accès à la présentation. On va démarrer donc ce webinaire et rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer, si vous voulez bien, en première partie avec une présentation donc, du pôle VG Valais. Je vais laisser la parole à Nicolas et Pauline donc pour nous présenter le pôle, ses différentes actions. Et ensuite, nous attaquerons pour la deuxième partie sur l'agri-tech, l'agri-food tech et l'urban farming à Singapour et en Asie du Sud-Est. On attaque donc pour cette première partie. Je vous laisse la parole, Pauline et Nicolas. Vous me dites quand passer à la diapo suivante si je ne vais pas assez vite. Très bien. À vous la parole. Je vais commencer tout de suite donc, pour faire une présentation du pôle VG Valais. Donc, enchantée à tous, Pauline Manceau. Si vous pouvez passer la slide suivante. Donc, en fait, le pôle VG Valais, c'est un pôle de compétitivité qui regroupe plus de 500 adhérents et qui sont en fait sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on va vraiment de l'amont jusqu'à la partie transformation et distribution. Et en fait, on s'occupe de toutes les productions végétales, donc que ce soit les grandes cultures, l'arboriculture, le maraîchage, l'ortie, la vitie. On a vraiment cette vision globale du monde du végétal avec toutes les actions aussi en amont, donc, qui sont la sélection variétale, le machinisme, le numérique et l'agriculture connectée, mais également tous les aspects de transformation et de distribution, donc avec les agromatériaux, l'alimentation humaine et animale, et également cet aspect sur le végétal urbain et le cadre de vie qui constitue un axe que je décrirai un tout petit peu plus tard. Si vous voulez bien passer. Donc, en fait, on a plusieurs missions qui sont regroupées en 4 services distincts. Donc, moi, personnellement, je fais partie du service innovation. Donc, en fait, mon cœur de métier, ça va vraiment être la stimulation d'idées dans un objectif de faire émerger des projets. On va aider nos adhérents à pouvoir identifier des partenaires pour pouvoir monter des projets innovants. On a également une partie sur tout ce qui est financement européen. Et on va accompagner ces projets en les soutenant et avec une possibilité de labelliser donc, ces projets innovants. On a également un service qui est plus axé croissance, donc là avec des actions de veille, de prospective, mais également toute une approche en fait sur la consommation, le ressenti du consommateur, donc avec un Living Lab. C'est également tous les aspects de performance, de stratégie de l'entreprise, à la fois développer des compétences donc, dans les secteurs de l'emploi, par exemple, de la formation. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire au sein du pôle. On a également un service international. Alors, Nicolas pourra vous en parler mieux que moi, mais rapidement, on est là pour accompagner sur des marchés internationaux, donc soit européens ou beaucoup plus larges, avec des missions partenariales, des salons et des VIE mutualisés. On organise également des événements internationaux et on a vraiment un but précis qui est de développer ces réseaux à l'international et pouvoir donner des contacts à nos adhérents à différentes échelles dans le monde. Et finalement, ça reste aussi un cœur de métier puisque le réseau et la communication, c'est assez central quand on s'occupe de tout ce réseau-là. C'est vraiment de mettre en relation des compétences, des entreprises, des structures, des centres de formation pour un petit peu les faire travailler ensemble. Et donc, ça passe par de l'animation, donc des conférences, des ateliers, des webinaires. C'est toujours très riche en thématiques. On a également tout un système où on va promouvoir et valoriser les résultats, par exemple des projets qu'on a pu accompagner et dans cet objectif de faire rayonner et nos adhérents et d'augmenter l'attractivité de nos différents territoires. Voilà pour cette slide. Je vais peut-être détailler un petit peu plus les axes d'innovation. Donc là, vous voyez en fait qu'on a séparé ce service innovation en 7 axes thématiques. Donc, vous avez en bleu
au-dessus 3 axes qui sont plutôt axés production. Donc, on a l'innovation variétale, la performance des semences et des plants. Donc, ça va être tout ce qui est biotechnologie, le phénotypage, le génotypage, les choses assez techniques là-dessus. Mais également, on a la santé du végétal. Donc là, on va retrouver le biocontrôle, les stimulants, tout ce qui est traitement post-récolte, la protection des plantes de manière assez générale. Et le dernier axe de production, ça va être les nouvelles technologies. Et donc, on peut retrouver la robotique, la gestion des data, tout ce qui est nouveaux systèmes de production. Donc, ça peut être la gestion, par exemple, en aquaponie, hydroponie. Et en fait, ces 3 axes, ils vont vraiment travailler ensemble parce que les nouvelles technologies sont un support pour à la fois la santé du végétal et à la fois l'innovation variétale. Et ces axes de production, ils sont aussi très liés avec les 4 axes suivants, qui sont les axes d'usage. Donc là, on a le végétal urbain, pour l'alimentation humaine et animale, donc tout ce qui est qualité, procédé, transformation, qui travaille très étroitement avec l'axe nutrition, prévention, santé, bien-être et cosmétique. Donc là, on est plutôt sur un aspect actifs végétaux, ingrédients fonctionnels. On a ensuite l'axe agromatériaux et biotransformation, où là, on est plus dans un système d'économie circulaire, de valorisation des coproduits, des bioplastiques. Et finalement, on a ce végétal urbain. Donc là, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure. On a vraiment ces 2 sous-axes, j'ai envie de dire. Un aspect plutôt production et un aspect plutôt aménagement du paysage, cadre de vie. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très lié aussi avec les axes de production. Donc, par exemple, dans le cadre du végétal urbain, on retrouve beaucoup l'utilisation des nouvelles technologies, mais également, il y a beaucoup de questionnements par rapport au choix des végétaux qu'on va pouvoir placer en ville. Il y en a qui vont correspondre un petit peu mieux. Il y a tout un aspect de sélection qui peut être fait. Pareil pour la santé du végétal, où on va choisir des modes de gestion adaptés à un environnement urbain. Donc, on va se tourner vers des biocontrôles, de la gestion agroécologique. Et en fait, c'est ça qui fait la force, on va dire, du service innovation. C'est qu'on travaille vraiment ensemble sur ces 7 axes. Donc, voilà un petit peu le panorama très général du pôle. On a une question, Pauline, qui vient de tomber. Alors, Nicolas y a répondu par écrit, mais je vais donner cette question de vive voix pour tous les participants. La question était, est-ce que les engrais organiques rentrent dans le périmètre d'activité de Végépolis Vallée? Alors oui, du coup, les engrais, on englobe vraiment les engrais de manière générale. Ça peut être organique, minéraux. On va travailler sur ces 2 aspects-là. On n'est pas du tout restreint dans les thématiques. Donc, on y travaille aussi. Donc, je voulais faire un petit focus, et c'est ce pourquoi on est là, sur l'axe végétal urbain. Donc, je l'ai légèrement évoqué tout à l'heure, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. On a différents objectifs avec cet axe thématique. On a un premier objectif de concevoir des systèmes de production qui vont être adaptés au milieu urbain. Donc, pareil pour les aménagements végétalisés. Aujourd'hui, c'est une question, quand on met un végétal dans une rue, par exemple, il faut qu'il puisse s'adapter, être adapté aux conditions, parce que, par exemple, les températures ne sont pas les mêmes, l'interaction avec le milieu n'est pas le même, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le deuxième objectif, c'est de répondre à l'objectif économique, puisque aujourd'hui, quand on parle de production urbaine, il faut pouvoir avoir cet équilibre économique, mais on parle également du bien-être et du cadre de vie des citoyens, donc en ville. Et c'est là que, par exemple, mettre des végétaux en ville, on va pouvoir avoir un effet sur les îlots de chaleur, par exemple. Donc, c'est des thématiques qu'on peut traiter. Et finalement, il y a tout un aspect pédagogique qu'on va mettre en place, un aspect de communication auprès des consommateurs pour sensibiliser sur le végétal urbain. Je pense que la situation actuelle a fait que beaucoup de personnes se sont tournées vers les espaces verts durant cette période. Donc, il y a également tout cet aspect-là à prendre en compte. Et finalement, on se retrouve avec 2 enjeux technologiques qui vont être vraiment centraux dans notre approche. C'est-à-dire que dans le végétal urbain, ce que je disais tout à l'heure, il y a l'aspect de production.
Donc là, on va vraiment avoir ces objectifs de rentabilité économique, de bénéfices sociaux, par exemple d'avoir cette proximité entre le producteur et l'acheteur, une qualité environnementale avec quelque chose qui est tracé, qui est contrôlé. Donc vraiment cet aspect production fait partie du premier enjeu. Et ensuite, il y a un aspect qui est beaucoup plus axé sur l'aménagement du paysage, l'entretien et la gestion. Donc là, ça va être trouver des végétaux qui vont pouvoir favoriser la biodiversité, qui vont aider à une certaine régulation, par exemple, de nos températures au sein des villes, et tout ça en améliorant le bien-être et le cadre de vie des habitants. Donc, vous avez ici une présentation assez schématique des membres qui font partie en fait, de cet axe du végétal. Donc, beaucoup d'instituts techniques, de la recherche et de la formation. Et on a également des entreprises, donc, comme je le disais, qui sont plus axées sur les aspects de production. Et on a également des entreprises qui vont être des offreurs de solutions, donc qui vont permettre de travailler sur tout ce qui est substrat, par exemple, tout ce qui est intrants, les auxiliaires. Ça va rentrer aussi dans notre scope d'adhérents, et c'est vraiment le travail en interaction de ces différentes structures qui va permettre la mise en place de projets innovants. Donc, je vais commencer par vous donner quelques exemples de projets, donc très rapidement pour que vous voyez un petit peu les thématiques sur lesquelles on peut être sollicité. Et ensuite, je laisserai la parole à Nicolas pour vous présenter les activités, les animations et les missions qui ont pu être mises en place. Donc, par exemple, en 2019, je vous en ai donné deux. Donc, le premier qui est le projet Plan, c'était en fait la place du végétal et des espaces de nature dans les documents de planification urbaine et d'aménagement du territoire. Également, en 2019, on a eu le projet Apollo, donc, qui concernait en fait toutes les pratiques agroécologiques adaptées au système urbain. Et en 2020, du coup, là, on a accompagné plusieurs projets, enfin, en tout cas, je vous en ai mis deux. Donc, le premier, c'était le RMT Agriculture urbaine, donc avec tout cet esprit d'intégrer l'agriculture urbaine dans un contexte territorial avec différentes finalités. Donc, c'était à la fois promouvoir et développer des fonctions de production. C'était également travailler sur l'aspect réglementaire et juridique de l'agriculture urbaine, et aussi se poser des questions sur les aspects économiques de cette agriculture-là. Et le dernier que je souhaitais vous présenter, c'est le projet CITER 2, donc il fait suite au projet CITER, le premier. Et c'était vraiment la structuration de la filière des constructions des sols fertiles et durables. Voilà un petit peu le panorama. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour présenter l'émission. Il y a une chose que vous n'avez pas évoquée, c'est si certaines entreprises bretonnes souhaitent intégrer le pôle Végépolis. Végépolis Vallée, c'est un pôle national, hein, donc quelles sont les démarches pour, est-ce qu'il y a un cahier des charges pour pouvoir faire partie, pour pouvoir être adhérent du pôle? Quelle est la cotisation annuelle, si vous pouvez le dire là ce matin, enfin, voilà, quelles sont les conditions? Tout à fait. Alors en fait, c'est un pôle qui a une envergure nationale, donc on est ouvert, on a des adhérents partout en France. Pour pouvoir adhérer, en fait, il faut déjà vous rapprocher de nous, qu'on puisse un petit peu discuter de vos objectifs, de ce que vous attendez. Ça va être en fonction de vos besoins. Ensuite, il y a une procédure pour pouvoir adhérer, et la cotisation, elle est indexée sur le chiffre d'affaires. D'accord. Donc, si vous avez besoin de détails, vous n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Nicolas, et on pourra en rediscuter, vous guider un petit peu plus et vous donner plus de détails s'il y a besoin. Merci, Pauline. Et donc, je continue. Merci de l'invitation de la BCI. On travaille ensemble effectivement depuis quelques temps maintenant avec BCI. On est présent en Bretagne, particulièrement avec une de nos collègues à Saint-Paul-de-Léon. Donc, la communauté Végépolis Vallée en Bretagne est déjà forte d'une bonne cinquantaine de membres, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les derniers chiffres. Donc, moi, Nicolas Féjean, je vais essayer d'être court je vais prendre 5 minutes. Puisqu'on attend tous les collègues de Singapour rentrer vraiment dans le cœur du sujet. On va quand même essayer de
de parler un tout petit peu de ce que nous, au sein du pôle, on a pu proposer à nos adhérents sur la thématique. Et notamment, ce qui parle le plus, ce sont 2 missions collectives et 2 qui se sont suivies avec un petit peu le même groupe, des universitaires et des entreprises majoritairement, et une chambre d'agriculture, qui ont participé à ces deux missions. Donc, sur l'agriculture urbaine dans un premier temps en Amérique du Nord, puis l'année suivante sur les serres verticales au Japon. Donc, on se rapproche de l'Asie du Sud-Est doucement. Donc, simplement, sur ce qu'il faut retenir sur Chicago-Toronto, c'était vraiment cette notion qu'agriculture urbaine prend vraiment différentes formes, que ça soit produire en ville ou apporter de l'espace vert en ville, donc notamment sur les toits. L'hydroponie, donc avoir un système complètement intégré entre les engrais, la production végétale, etc. Et puis, parfois même de l'autonomie. On voit le conteneur ici sur la photo. Et donc, souvent, on retrouvait quand même beaucoup de légumes-feuilles en serre verticale. Donc, l'année suivante, le même groupe voulait aller voir quelque chose de plus, disons, technifié, plus à la pointe. Il y avait une image forte du Japon sur qu'est-ce qui peut être fait et comment les gens y travaillent. Et donc, on y est allé avec cette idée-là, de voir comment se positionnent les acteurs français de l'agriculture urbaine par rapport à nos collègues au Japon. Donc ici, vous voyez par exemple avoir déjà cette notion, ce contexte où le plastique est partout dans les supermarchés, cette notion de ultra sanitaire, disons, d'avoir sur les sachets de laitue, par exemple, avoir produit d'industrie ou produit d'usine, c'est quelque chose de valorisant, chose que chez nous, ça serait un petit peu différent. Donc il y a ce contexte un peu changeant. Ensuite, c'était beaucoup de travail sur les lumières, comme vous voyez là, sur du wasabi. Alors, l'image n'est pas forcément très nette, mais ensuite, on voit, oui, sur les contextes, voilà, parfait, merci. Le contexte est très différent, en fait. Pauline, ici, vous a présenté notre contexte et nos enjeux français au Japon, et ça sera certainement un petit peu différent encore à Singapour ou dans les autres pays en Asie du Sud-Est, mais on voit que c'est vraiment un secteur qui a explosé sur les dernières années. En 10 ans, vous voyez la courbe, mais il y a encore assez peu de sites qui sont dans un modèle rentable. Et surtout, il y a une vraie polarisation sur les légumes-feuilles et la laitue en particulier, puisqu'on n'a pas la même valeur ajoutée sur nos produits. Nous, en France, sur de l'agriculture urbaine, on irait difficilement sur de la laitue, même si c'est certainement le plus simple à faire. Mais là-bas, c'est avec une valeur ajoutée plus forte après en vente. Donc, ça reste leur produit sur lequel ils vont plus développer de modèles. J'ai mis quelques photos sur la slide suivante pour montrer un petit peu les différents modèles. Ce que je disais sur produit d'usine, qui donne de la valeur aux produits. Les tests lumière, on a vu là, il y a plusieurs photos où on voit soit des différentes compositions lumineuses de LED. On a vu particulièrement des LED, très peu de néon. Mais on voit aussi des systèmes de production urbains différents. On voit d'une tente mobile à du semi-dur, et puis enfin des hangars vraiment de production. À l'intérieur de ces trois modèles, on retrouve majoritairement, encore une fois, de la laitue. On peut voir parfois du wasabi, on peut voir parfois des fraises en test, mais on reste quand même sur l'échelle hangar, ça va être de la laitue. Et puis, on voit des universitaires aussi qui travaillent. D'ailleurs, le hangar que l'on voit là, ce n'est pas une entreprise, c'est vraiment une université qui met ça en place. Et puis ensuite, d'autres universités à Tokyo regardent comment, en indoor, recréer des saisons et pouvoir produire des fruits à partir d'arbres fruitiers, donc notamment des myrtilles ou des fruits rouges. Et donc là, c'était assez novateur de pouvoir recréer un hiver, etc. Puis par contre, vraiment l'idée de la salle blanche dans ces serres, pour vous dire, donc sur toute notre mission, nous ne sommes pas rentrés une seule fois dans la salle de culture, mais simplement plutôt derrière une vitrine où c'était
plutôt des sites expérimentaux où dans l'usine, vraiment, c'était à l'étage et derrière une vitre. Ce qu'il faut garder en tête vis-à-vis du retour d'expérience de nos acteurs français, c'est de se dire que dans ces missions et des missions que la BCI peut porter, c'est la qualité aussi de la délégation et du temps passé ensemble. Quand on se voit sur un salon ou sur un événement chez nous, on passe 1 heure ou même parfois quelques minutes simplement à discuter. Ici, l'avantage d'une mission, alors avec le Covid, c'est toujours difficile et on l'a vu dans la petite vidéo BCI de faire des missions en numérique. C'est assez difficile de maintenir le même niveau de réseau de discussion. Et là, c'est assez intéressant d'avoir passé une semaine ensemble. Confirmation que l'enjeu économique, l'enjeu sociétal et mondial est là, c'est-à-dire l'agriculture urbaine est maintenant pour les mégalopoles très important. Et il y a des acteurs et des investisseurs qui se positionnent. Que les avances stratégiques du Japon étaient là, mais au niveau technologique, il n'y a pas forcément une avance. C'est-à-dire en France, on a un vrai savoir-faire et aussi un positionnement qui n'a pas à rougir du tout. Produire mieux, produire sainement, plus proche, ça, c'est évident qu'on a en commun. La chose qu'on a peut-être en avance, c'est que ici, la laitue, elle ne va pas forcément être aussi chère au supermarché. Donc, on aura une volonté de faire de l'agriculture urbaine et de produire en ville des végétaux différents et peut-être un peu plus des germes de plants, des fruits, etc. Donc, on a peut-être une carte à jouer là-dessus. Et puis là aussi, on a ces deux questions qui reviennent tout le temps, c'est le coût de la main-d'œuvre et le coût de l'énergie lorsqu'on parle d'agriculture urbaine. Enfin, là, c'est encore des retours sur la culture indoor, les différents traitements. Je ne veux pas forcément rentrer complètement dans le détail. L'idée, c'est qu'au Japon, avec différents soucis de pollution des sols, l'aliment ultra sain, voire d'alicaments, on a vu de l'agriculture urbaine où ils utilisaient de l'eau souterraine et avec un tout petit peu de sel marin pour pouvoir le vendre avec un indicateur d'alicaments, etc., etc. Donc, au niveau économique, encore un stade expérimental, pas assez de recul pour pouvoir dire. Je crois que c'est là-dessus qu'on va vous laisser. Donc, encore une fois, nous, à VGPolis, on est là pour soutenir ce type de réflexion. Et puis, de mon côté, au niveau international, c'est vrai qu'essayer de créer des passerelles avec nos collègues à l'étranger pour pouvoir, comme aujourd'hui, avoir ce type de webinaire et apporter de l'information. Donc, merci à tous. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation du pôle. On va avancer un petit peu parce que le temps défile. Karine, je te laisse la parole pour cette deuxième partie. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par un petit panorama donc, de la région. Et tu vas nous montrer comment ce hub est la région à ne pas louper dans la roadmap d'une entreprise. D'accord, merci beaucoup Karen et rebonjour à tous. Donc, je suis effectivement la directrice de la Chambre de commerce française de Singapour, donc basée à Singapour. La Chambre de commerce, c'est une association qui a à peu près 700 adhérents. Je pourrais vous en dire plus éventuellement plus tard. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'on a toute une équipe en fait que l'on appelle de Team France Export, qui est à votre disposition pour effectivement vous accompagner dans votre développement sur Singapour et peut-être aussi sur l'Asie du Sud-Est. Donc, avec moi aujourd'hui, il y a une personne qui ne va pas intervenir, mais qui sera là pour répondre éventuellement à votre question, qui s'appelle Wendy Chang Petit, qui est la responsable de la filière agroalimentaire au sein de mon équipe. Et puis, j'ai proposé en fait à Jacqueline, oui, je vois Wendy, j'ai proposé également à nos partenaires, en fait, l'Economic Development de Singapour, Jacqueline et Ziling, qui eux sont basés à Paris et qui vraiment vont pouvoir vous donner la vision et je dirais
aussi la pertinence en fait de Singapour en tant que hub incontournable véritablement pour tout ce qui est agritech. C'est devenu une vraie priorité du gouvernement singapourien et je pensais que c'était intéressant aussi pour vous de les écouter, notamment sur des incitatifs aussi et des priorités gouvernementales à Singapour. Donc moi, je vais vous donner un cadrage, mais je dirais très bref et général sur l'ASEAN, parce qu'on ne peut pas parler de Singapour sans parler de l'ASEAN. Hein. C'est vraiment la plateforme régionale. Et l'ASEAN n'est pas toujours une région, je dirais, très bien maîtrisée ou connue, alors qu'en effet, comme tu le disais, Karen, c'est le 3e bassin de population mondiale, avec près de 650 millions d'habitants, avec une zone qui est une zone de libre-échange hein, pour les biens, qui représente voilà, 7 à 8% du commerce mondial, une croissance qui est continue, hein, très, très importante, et ce, malgré le Covid, avec des investissements. Les investissements étrangers sont à peu près les mêmes qu'en Chine. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée général, mais bien évidemment des niveaux de développement qui sont extrêmement variés selon les pays. Singapour, c'est 61 000 euros, 61 000 euros de PIB par habitant, hein, donc c'est plus qu'en France. Le Laos, c'est 2000. Donc effectivement, c'est une zone qui est très hétérogène, mais qui néanmoins est véritablement en forte croissance avec, je dirais, des points communs à tous les pays qui sont l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus importante, le fait que la population est jeune, urbaine, connectée. Singapour, c'est 100% de taux d'urbanisation, bien évidemment, mais voilà, le Vietnam, c'est 35%, etc. Donc, mais en tout cas, ce taux progresse, les infrastructures progressent également, et puis, bien sûr, une économie qui est aussi tirée par ces échanges avec la Chine. Voilà. Alors, si on fait un focus un petit peu plus sur l'agritech, il y a de nombreuses évolutions qui sont notables sur cette zone. Voilà, des tendances qui s'observent dans, je dirais, beaucoup de pays, notamment l'occidentalisation des repas hors foyer. Un côté, enfin, une tendance très forte et qui s'accentue là aussi avec le Covid, qui est manger mieux, manger sain, une tendance à la premiumisation, même si, encore une fois, il y a de fortes différences d'un pays à l'autre, et puis de spécialisation de filières, notamment le halal sur certains pays comme l'Indonésie, bien sûr. Des enjeux qui sont des enjeux que vous connaissez un peu partout. Hein. Il faut la nourrir, cette population qui progresse, donc augmenter, améliorer en particulier la productivité, les rendements, produire mieux. Et à cet égard, je voulais souligner d'ailleurs un accord France-Singapour hein, qui a été signé par nos gouvernements respectifs le 14 décembre en matière de sécurité alimentaire. Produire bien sûr plus diversifié, limiter les impacts de la production agricole, bien qu'à Singapour, alors ça, je pense que Jacqueline et Dylan pourront bien sûr détailler ça beaucoup plus. Singapour reste une exception hein, sur la zone, puisque la production agricole, c'est 1% aujourd'hui du territoire qui est couvert par la production agricole, sachant qu'il s'agit d'un territoire de 725 km², donc on est sur un petit territoire. Et puis livrer plus vite et mieux. Et donc, je dirais que là, il y a aussi une tendance que l'on observera peut-être dans la slide suivante avec tout le développement du e-commerce. Voilà, donc des opportunités, elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses sur l'ensemble de la zone au niveau de, bien sûr, les améliorations de rendement sur les productions agricoles. Mais on a voulu séparer en trois on va dire, sections afin que, voilà, d'avoir un aperçu général. Tout ce qui est production agricole, les opportunités sont essentiellement sur la partie productivité, informatisation, donc automatisation, robotisation, etc. Et puis toutes les nouvelles technologies, bien évidemment. Et ça, je pense que là aussi, Jacqueline et Dylan pourront vous en parler plus particulièrement pour Singapour.
La consommation de masse, on a une population jeune, mais néanmoins qui va vieillir aussi, donc d'adaptation de la qualité des produits et notamment des maladies modernes de vieillissement qui commencent à apparaître aussi dans certains pays. Tout ce qui est optimisation, sécurisation logistique, lutte contre le gaspillage, c'est quelque chose de très important aussi à Singapour pour limiter notamment les emballages. Alors, j'étais intéressée de voir pour le Japon, on a une perception un petit peu différente à Singapour, mais et une vraie ambition aussi pour réduire notamment les emballages. Et puis l'expérience consommateur qui, même sur un petit territoire comme Singapour, est vraiment un mix de plus en plus du offline et du online, sachant que les populations ici sont extrêmement connectées, comme voilà, l'Asie, je dirais, est très, très connectée. On n'a pas forcément connu dans certains pays le téléphone fixe, on est tout de suite passé au mobile. Et la partie et demain, alors là, c'est vraiment le focus sur Singapour, puisque en tant que hub incontournable de l'agritech, tous ces sujets de recherche, d'ingénierie génétique, de protéines notamment alternatives, d'agriculture urbaine, on en reparlera aussi, et puis tout l'écosystème qui gravite autour, notamment de VC, de financement, etc., est en train de connaître un boom absolument remarquable à Singapour, qui, juste pour l'information, produisait jusqu'ici 10% de sa consommation agroalimentaire, mais qui a de très fortes ambitions, puisque d'ici 2030, l'objectif est de passer à 30% de production alimentaire, donc là aussi d'amélioration de rendement et puis de nouvelles technologies, bien évidemment, pour aussi des nouveaux produits de consommation. Dernière slide en ce qui me concerne, parce que je crois que ça va être de toute façon détaillé par mes partenaires tout à l'heure. C'est vraiment tout cet écosystème qui est en train de connaître le boom incroyable que je citais à Singapour. C'est une nécessité vitale. D'ailleurs, Singapour a également signé un accord, alors qui date plutôt de l'été dernier, de juillet dernier, si je ne m'abuse, avec la France pour justement diversifier ses sources d'approvisionnement, puisque étant très dépendant de l'extérieur. Donc, il y a eu cet accord qui a été signé et d'ailleurs qui s'est décliné avec des missions qui ont été organisées pour des entreprises agroalimentaires, et Wendy pourra vous en parler davantage si besoin. Mais donc, on est vraiment sur un secteur extrêmement important avec de nouveaux axes de croissance et de coopération, notamment en matière de recherche, avec voilà, beaucoup de financements qui sont dédiés à la recherche agroalimentaire, et puis un moyen aussi pour Singapour de continuer à attirer les investissements et de se positionner véritablement comme le hub pour les nouvelles technologies et je dirais la nourriture de demain. Voilà, donc vous avez quelques exemples ici, mais je crois que ça va être bien détaillé par Jacqueline et Zéline, donc je vais leur laisser la parole. Ah oui, pardon, dernier petit point. Sur le site de la Chambre, vous avez de nombreuses informations marché, et notamment un guide sectoriel Singapour Agri Food Tech qui peut être downloadé directement voilà, sur le site, et puis des fiches sectorielles à votre disposition. Et puis, bon, la Chambre organise énormément d'événements et de missions, de délégations, etc. Donc, à votre disposition pour travailler ensemble. On a cité ici l'Asia Startup Summit, qui aura lieu le 25 mars pour connecter les grands groupes et les startups. Alors ici, c'est tout secteur confondu, mais bien évidemment, l'agritech en fera partie. Voilà, Merci beaucoup, Karine. À moins qu'il y ait des questions, je vais laisser la parole directement à Zéline. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, n'hésitez pas encore une fois à intervenir pour poser vos questions, mais aussi pour partager votre expérience. C'est toujours bien de partager avec les autres entreprises vos témoignages. Jacqueline, je vais vous laisser la parole donc pour cette cinquième partie. Là, on rentre dans le cœur de ce qui nous intéresse particulièrement ce matin. Donc, on va voir les tendances et les évolutions de l'agri-food tech. Merci Karine. Okay. Merci Karine. Bonjour à tous, je m'appelle Jacqueline et je fais partie de EDB Singapour. Nous sommes une agence gouvernementale responsable de la stratégie économique à Singapour.
Et nous travaillons avec des entreprises étrangères comme vous qui souhaitent s'implanter à Singapour pour accéder aux opportunités régionales et mondiales. Et aujourd'hui, mon collègue Zeling et moi-même, allons partager avec vous des développements agritech à Singapour. Comme l'a dit Karine, la façon dont le monde se nourrit est en train de changer en raison notamment de la croissance démographique, du changement climatique et des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire. Et Covid a encore plus mis en évidence la nécessité de repenser notre chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Pour l'Asie en particulier, la croissance démographique et l'urbanisation rapide nous rendront responsables de la majorité de la consommation de viande d'ici 2030. Aujourd'hui, Singapour est fortement tributaire des importations alimentaires, comme Karine l'a déjà dit. Mais ce modèle de consommation n'est pas durable. Donc, en tant que ville, nous réfléchissons à de nouvelles façons de nous nourrir. Aujourd'hui, nous produisons environ 12 000 tonnes de légumes sur environ 100 hectares de terres agricoles. Avec les nouvelles technologies, nous pourrions produire 1000 tonnes par hectare. De plus, il n'est même pas nécessaire que ce soit des terres agricoles. Cela peut être dans des espaces urbains comme des toits qui pourraient être convertis en terres arables. Nous avons donc décidé de nous fixer l'objectif ambitieux de produire 30% de la nourriture que nous consommons à Singapour d'ici 2030, un objectif que nous appelons 30 by 30. Pour ce faire, nous nous fierons à la technologie. Cela nous permettra non seulement de bénéficier d'une plus grande sécurité alimentaire, mais aussi de saisir les opportunités de croissance dans ce domaine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et parmi toutes les technologies agroalimentaires émergentes, Singapour a choisi de se concentrer sur 3, qui sont l'agriculture urbaine, l'aquaculture et les protéines alternatives. EDB a engagé des acteurs mondiaux dans ce domaine et travaillé avec d'autres agences gouvernementales telles que l'Agence alimentaire de Singapour pour développer l'écosystème nécessaire au soutien de l'innovation associée à ces 3 domaines. Cela peut inclure la création de conditions favorables telles que de nouvelles réglementations, des infrastructures partagées et des capacités publiques de recherche et développement. Prochaine diapo, merci. Merci. Si vous pouvez cliquer un petit peu, merci. Nous avons donc aujourd'hui un bel écosystème qui émerge. Il a des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur et from farm to fork. Dans la partie très en amont, nous avons des entreprises comme Bayer et Syngenta qui ont le centre de recherche et développement pour les sciences végétales à Singapour. Et tout en aval, nous avons des... Karen, si vous pouvez juste cliquer. Merci. Oui. Et encore, merci. Dans la partie tout en aval, nous avons des entreprises comme Coca-Cola, Mondelez, qui utilisent Singapour comme hub commercial, mais aussi comme centre d'innovation et de production. Au milieu, nous avons une communauté de producteurs d'arômes, de parfums et d'ingrédients spéciaux comme Cargill, Givaudan et Chris Hansen. Mais certainement, l'écosystème comprend plus que les grandes entreprises. Nous avons une communauté croissante de startups agritech et de sociétés de capital risque, ainsi que des institutions de recherche publiques, des universités qui renforcent activement leurs capacités pour soutenir la croissance de ce domaine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avions aujourd'hui déjà quelques fermes à Singapour, telles que Sustaneer et Panasonic, qui produisent des légumes comme le chou frisé et la laitue, mais nous avons décidé d'augmenter considérablement notre capacité de production locale dans le cadre de l'objectif 30 by 30 que j'avais mentionné plus tôt. Un programme de subvention a été mis en place
Les fermes locales et mondiales ont soumis leur proposition l'année dernière et en septembre, 9 fermes ont été sélectionnées et un total de 25 millions d'euros de subventions a été attribué. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Un exemple très récent que je tiens à mentionner tout particulièrement est celui de Endeavor, une entreprise allemande qui va installer une méga farm et un centre mondial de recherche et développement à Singapour. Endeavor va collaborer avec des partenaires basés à Singapour sur des sujets tels que la réduction de la consommation d'énergie et l'optimisation de rendement. Et pour les protéines alternatives, nous allons accueillir Eat Just, un producteur américain de substituts de viande. Eat Just va installer son siège régional et son usine à Singapour. Et récemment, Singapour a autorisé Eat Just à vendre à Singapour son produit. Cela fait de nous le premier pays au monde à autoriser la vente de viande cultivée en laboratoire. Parmi les autres exemples, nous avons aussi le centre d'innovation créé conjointement par Givaudan, la plus grande entreprise d'arômes et de parfums au monde, et l'équipementier suisse Bulle. Le centre aura une usine pilote de formulation d'aliments d'origine végétale. Big Idea Ventures a également lancé une plateforme d'incubation et d'investissement pour les startups de protéines alternatives en Asie. Le premier investissement a été dans une start-up singapourienne qui s'appelle Shiok Meat et qui produit des fruits de mer cultivés en laboratoire. Et maintenant, je vais céder ma place à mon collègue Zéline qui va partager avec vous certaines des initiatives de Singapour pour soutenir l'innovation agri-tech. Zéline, s'il vous plaît. Merci, Jacqueline. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? On a balayé pas mal de points importants. Jacqueline a donné des exemples. Karine a posé le contexte au niveau régional. Est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. C'est vraiment un moment privilégié pour vous de pouvoir échanger avec ces experts, donc n'hésitez pas à prendre la parole. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir poursuivre. Zéline. Ah, il y a une question qui... Non, pas de question. Très bien. Merci beaucoup, Karen et Jacqueline. Maintenant, en fait, je souhaiterais partager avec vous les exemples en fait, des collaborations entre nos deux pays et aussi les accords qui peuvent être intéressants pour vous si vous envisagez en fait, de vous développer en Asie du Sud-Est. Notamment, en fait, Singapour, c'est le seul pays en Asie du Sud-Est qui a un accord en fait, de libre-échange avec la France. Il y a beaucoup d'informations, mais je souhaiterais simplement souligner que l'Europe, en fait, était le troisième plus important en fait, de partenaire de commerce avec Singapour. Et Singapour est aussi le partenaire en Asie du Sud-Est le plus important en fait, pour vous depuis des dernières années. Vous voyez bien aussi, en fait, Singapour, et pour un petit pays comme Singapour, pas très grand, nous sommes en fait le 7e plus grand investisseur étranger en fait, de Singapour, en Europe, et aussi le plus grand investisseur en fait en Europe depuis quelques années. Et je pense en fait c'est vraiment un accord qui est, on va dire, gagne-gagne pour nos deux pays. Et on pense en fait avec cet accord de libre-échange, on aura encore plus d'opportunités pour les producteurs français en fait de se développer à Singapour sans avoir en fait des tarifs et des barrières supplémentaires. Diapo suivant s'il vous plaît. Et si vous voilà. Et vous avez peut-être entendu parler en fait l'année dernière, en novembre, ce nouveau en fait accord d'échange entre beaucoup de pays en Asie-Pacifique. Je ne vais pas tout citer, de l'Australie, Singapour, Corée du Sud, la Chine. En fait, c'est, on va dire, l'accord de libre-échange le plus important du monde, en fait, parce que ça comprend 30% de PIB global. Donc, vous avez un tiers de la population qui fait partie de cet accord de libre-échange. Et alors, les bénéfices, en fait, c'est très clair en bas. L'élimination des tarifs sur presque 92% en fait, de produits échangés en fait, parmi les membres. Donc, la raison pour laquelle j'ai mentionné ces deux accords, c'est que en fait, entre Europe et Singapour, vous avez ce libre-échange qui s'appelle le Europe-Singapore Free Trade Agreement.
Et si un jour vous entrez en fait dans le marché asiatique, en utilisant Singapour comme une base, vous bénéficiez éventuellement aussi de ce Regional Comprehensive Economic Partnership. Donc, vous voyez énormément de liens en fait entre Europe et Singapour comme une porte d'entrée aux autres marchés très importants en fait pour l'Europe. J'ai aussi vu un article ce matin qui mentionnait que un cinquième en fait de votre commerce extérieur vient en fait de ces pays dans ce RCEP. Donc en fait, vous voyez bien l'importance en fait de ces accords intergouvernementaux. Diapo suivant, s'il vous plaît. Vous voyez bien aussi entre la France et Singapour, nous avons les liens très forts. On a même signé en fait un accord pour des collaborations scientifiques, coopération technique, pour améliorer en fait la sécurité alimentaire entre nos deux pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que nos scientifiques travaillent beaucoup ensemble et en fait, ça sera encore plus facile pour les entreprises françaises d'utiliser Singapour comme une porte d'entrée pour vos produits alimentaires, voilà, vos connaissances en fait pour développer votre marché en Asie. Donc, le lien entre nos deux pays à plusieurs niveaux est déjà bien établi. La suivante, s'il vous plaît. Alors, le jour où vous pouvez venir à Singapour après la crise sanitaire, vous pouvez aussi visiter pas mal en fait, de laboratoires d'innovation à Singapour. Je souhaiterais souligner en fait ce site de démonstration d'innovation qui va réunir en fait les entreprises de protéines alternatives comme des sources d'insectes. Vous avez aussi les fermes urbaines verticales fermées aussi, l'aquaculture. Et aussi pas mal en fait de hatchery bootstock qui sont développés de Singapour pour la région asiatique. Donc en fait, c'est vraiment un site de production, mais aussi d'innovation en même temps. Et donc, si vous venez à Singapour, je pense que c'est un des clusters il faudrait visiter dès qu'il sera construit dans les mois qui viennent. À la suivante, s'il vous plaît. Karine, en fait, là, tout à l'heure, a mentionné l'importance de l'agroalimentaire en fait, pour Singapour. 30 by 30, c'est-à-dire 30% de nos besoins alimentaires avant 2030. Donc, c'est presque demain. On n'a que moins de 10 ans en fait, pour réaliser ce chiffre très important. Nous avons mis à côté en fait, une somme importante, 80 millions d'euros, pour en fait, financer toute la recherche en fait, de l'agroalimentaire. Donc, en fait, EDB fait partie de ces agences-là avec d'autres agences gouvernementales. Nous sommes prêts aussi à financer énormément d'activités d'innovation et de recherche dans tout ce qui est voilà, cultured meats, protéines microbiales. Vous avez aussi les découvert en fait de nouvelles protéines et comment les procéder pour garder quand même leur valeur nutritive. Évidemment, Singapour, c'est un pays assez dense. Vous voyez, en fait, c'est de Charles de Gaulle jusqu'à Antony et vous tournez comme ça, vous allez à peu près la longueur de Singapour. Donc, il faut qu'on produise de façon durable. Donc, toutes ces thématiques, ce sont des thématiques très importantes pour l'écosystème agroalimentaire à Singapour. La suivante, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je pense que vous avez entendu beaucoup d'informations ce matin. Alors, quels sont les conseils et infos pratiques, en fait, pour vous aider à découvrir un petit peu l'écosystème chez nous? Donc, je me permets de vous partager avec vous quelques idées. D'abord, c'est ce Innovation Marketplace. En fait, c'est une plateforme, vous pouvez voir en bas, IPI Singapour, qui va matcher les solutions, les technologies avec les potentiels clients et des collaborateurs de recherche à Singapour. Donc, au lieu de perdre du temps à contacter un centre de recherche ou une entreprise une à la fois, vous pouvez très bien en fait écrire une petite fiche d'une page sur votre technologie, votre solution. En fait, la plateforme et l'équipe financée par l'État singapourien va ensuite vous aider à matcher votre technologie avec des potentiels partenaires à Singapour et en Asie. Donc, c'est une façon très rapide en fait de trouver un partenaire possible. Un de nos partenaires en fait, pour ce programme, c'est BPI France, qui connaît très bien aussi cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur cette plateforme qui pourrait peut-être vous aider à trouver un partenaire à Singapour malgré les contraintes de voyage. L'inscription est payante sur cette plateforme? C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit, donc c'est totalement financé par l'État. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, si vous voulez des services en fait spécifiques, par exemple, pour créer une sorte de programme, une mission, etc., je vous conseille quand même de passer par la Chambre de commerce à Singapour. C'est ce que j'allais dire. Là, pour voilà, ça, c'est mieux de passer par des missions par la Chambre de commerce et avec BCI, mais ces plateformes-là, ça vous donne une idée des partenaires possibles. Voilà.
la suivante, s'il vous plaît. Moi-même aussi, j'ai créé en fait un petit page qui réunit tous les opportunités d'innovation, des appels d'offres, des accélérateurs, des compétitions pour les PME et pour les startups aussi, et parfois pour les grosses structures à Singapour et en Asie Sud-Est. C'est sur accessasian.com. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que ça vous donne des idées, en fait, des opportunités concrètes pour vous, en fait, dans la région. Voilà. Alors, à propos d'opportunités, justement, là, donc, concrètement, et pour résumer tout ce dont on a déjà parlé là ce matin, pour les entreprises bretonnes qui sont avec nous ce matin et puis celles qui regarderont en podcast le webinaire, de manière concrète, quels sont les besoins à Singapour, quelles sont les compétences, les expertises en termes de soft ou en termes d'équipement, quels sont les besoins côté singapourien, quelle est la concurrence très bonne existante, comment fait-on pour répondre aux appels d'offres, est-ce qu'il faut obligatoirement un partenaire local ou est-ce qu'on peut candidater à ces appels d'offres en direct? Voilà. Mes questions sont pratico-pratiques, hein, mais je pense que ça va vraiment éclairer nos entreprises d'avoir ces réponses. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de webinaires qui partagent beaucoup de chiffres. Je pense que sur ce site-là, vous allez voir en fait une liste d'appels d'offres et des opportunités assez concrètes pour les entreprises. Et pour répondre à votre deuxième question, ce n'est pas l'obligatoire. Il y a certains qui ont besoin peut-être d'une présence sur place, une présence locale, mais pas forcément un partenaire local. Ça peut être très bien NG ou Thales sur place si vous voulez. Mais voilà. Mais c'est toujours mieux d'avoir une présence sur place parce que vous n'avez pas de décalage horaire. Et puis, en fait, vous avez peut-être des gens qui peuvent vous aider à comment dire, préparer votre présentation pour les besoins locaux. D'ailleurs, EDB et je pense la Chambre de commerce connaissent en fait une liste partenaire qui peut aider les entreprises à s'installer, à s'importer à Singapour. Ça, c'est vraiment les services proposés par la Chambre de commerce pour avoir vraiment quelqu'un sur place qui vous aide. Concernant les sujets, est-ce que vous pouvez revenir? Il y a deux diapos. Excusez-moi, ouais. Ma question en fait portait sur le fait, parce que je sais que dans certains pays, pour répondre à des appels d'offres nationaux, il faut être juridiquement implanté dans le pays. Il faut une domiciliation locale ou au moins être associé donc, oui, à un… Très bonne question. Est-ce que c'est le cas pour Singapour? Singapour est très différent que d'autres pays en Asie. En fait, on n'a pas cette notion de ownership local. Et pour les appels d'offres, en fait, ça dépend. Il y en a certains, en fait, ils acceptent les entreprises qui n'ont pas présence physique juridique sur place. Et c'est surtout, il faut regarder les appels d'offres, les opportunités comme les Open Innovation Call. Quand vous voyez en fait ce chiffre à Singapour, ça veut dire qu'ils sont assez ouverts en fait aux entreprises partout dans le monde. Pas besoin d'une présence juridique. Après, pour les appels d'offres, souvent c'est nécessaire. Il faut avoir un partenaire sur place qui montre que vous êtes assez sérieux. Et s'il y a un problème, on a quand même une entreprise locale sur place auquel on peut poser des questions. Donc, j'espère que c'est oui et non. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont ouverts quand même. Est-ce que vous pouvez juste revenir à deux diapos? Je vais juste montrer les thématiques rapidement. Pardon, juste encore une. Voilà, ce sont les thèmes qui sont importants à Singapour. Ma collègue Jacqueline a dit tout à l'heure, Singapour est le premier pays du monde en fait qui a autorisé la réglementation en fait de la viande en fait développée en laboratoire. Donc c'est le premier pays du monde. Donc ça, ce sont des protéines alternatives. C'est quelque chose de très important pour nous. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais ce sont des mots-clés qui sont importants pour Singapour, qui sont aussi des opportunités pour les entreprises françaises. Pour juste revenir au dernier diapo, je pense que je vais terminer ma présentation là. Voilà, je vais passer rapidement à la suivante. Ça, ce sont des guides en fait sur notre site web. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Peut-être le dernier diapo. Voilà, vous avez un code QR ici. N'hésitez pas à abonner à notre newsletter pour avoir des guides en fait, des webinaires aussi, des événements gratuits à Singapour. Et évidemment aussi, on vous tient au courant de ces opportunités en fait agroalimentaires à Singapour, en Asie du Sud-Est. Et évidemment, on est sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup encore, Bessie, pour cette opportunité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part des entreprises participantes? N'hésitez pas. J'aimerais quand même revenir, excusez-moi, sur les compétences recherchées et les fameux besoins pour que tout soit clair et puis que les entreprises participantes identifient bien les opportunités qui s'offrent à elles.
Est-ce qu'on peut revenir sur ces besoins côté Singapour en termes d'équipement, de IT, d'objets connectés peut-être pour équiper tous ces nouveaux lieux de fabrication, j'allais dire le mot ne me vient pas, pardonnez-moi, dans ces nouvelles structures qui vont sortir de terre pour produire localement. Exactement. Il y a certainement des besoins, tout ne viendra pas de Singapour, des compétences locales. Donc, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, est-ce qu'on peut là faire un bref listing des compétences dont Singapour a besoin, enfin compétences ou le bassin régional d'ailleurs? Oui, est-ce que vous pouvez juste passer deux diapos suivants, je pense, ou une troisième, encore, voilà. Voilà, en fait, ce sont des compétences en fait qu'on en a besoin à Singapour. Évidemment, il y en a un petit peu ces compétences-là, parce que sinon, on n'aura pas les entreprises comme Aegis qui a investi 80 millions à Singapour, et aussi les Allemands qui ont aussi monté les fermes urbaines. Vous n'aurez pas non plus Danone qui a en fait l'équipe de IA et Data Analytics basée à Singapour pour l'Asie également. Mais je pense que ce n'est pas suffisant, parce que Singapour, c'est un très petit pays. L'innovation ne vient pas que à Singapour ni en Asie. Ça vient partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a listé un petit peu toutes ces problématiques-là. Et on pense qu'il faut investir. Donc, nous avons mis à côté, évidemment, l'argent pour aider les chercheurs à développer toutes ces solutions-là. D'ailleurs, je pense que la population de chercheurs dans la structure publique à Singapour, le plus important, je pense, européen, c'est les Français. Donc, on a énormément de Français à Singapour. On a presque 25 000 Français qui vivent à Singapour. Et c'est la communauté la plus importante, en fait, en Asie, après la Chine. D'ailleurs, la Chine est à peu près 1000 fois plus grande que Singapour. Et donc, on est très honoré d'avoir la deuxième plus grosse communauté, en fait, française basée à Singapour. Donc, si je me permets de partager un peu plus d'informations là-dessus, il y a, on va dire, trois thèmes très importants à Singapour. Tout d'abord, c'est aquaculture, parce qu'en fait, l'efficacité de la transformation en fait, de inputs protéines est très efficace. En aquaculture, c'est vraiment primordial pour Singapour. Deuxième, c'est tout ce qui est les fermes verticales, souvent fermées, parce qu'en fait, on peut ensuite exporter ces systèmes aux autres pays, aux autres métropoles asiatiques qui ont besoin de ces solutions de haute efficacité, mais en même temps assez durables, en fait, si on arrive à gérer les conditions. Le troisième, c'est tout ce qui est protéines alternatives, parce qu'on sait que la consommation de viande va accroître en fait en Asie. Ce n'est pas possible de continuer à produire autant de viande de la même façon. Voilà, donc c'est pour ça, Singapour, on essaie de voir si c'est possible de produire la viande. Voilà, on dit la viande en laboratoire, en fait, de base de plantes, pour pouvoir nourrir en fait ces populations asiatiques qui demandent de plus en plus de viande, mais la Terre ne peut pas supporter en fait ces anciennes façons de production à cette échelle-là. Donc, j'ai noté un petit peu tout ce qui est génétique, management en gestion en fait de maladies, les capteurs pour la production urbaine, santé animale, comment optimiser en fait la nourriture, etc. en fait pour l'aquaculture tropicale, parce que vous avez ces compétences déjà en Europe, mais c'est pour les eaux beaucoup plus froides. Voilà, à Singapour, c'est les eaux en fait à 32, 33 degrés. Donc, il faut comme une formulation un petit peu différente pour qu'en fait les produits ne se dispersent pas trop rapidement. N'oublions pas aussi qu'il y a des monceaux, voilà, des typhons aussi comme ça dans certains pays autour de Singapour, très loin quand même. Mais il faut que ces produits, ces structures-là peuvent s'adapter aux besoins asiatiques. Évidemment, la France a énormément de compétences comme ça parce que c'est un pays qui connaît bien en fait la valeur nutritive, qui sait gérer les produits, les semences, qui peut réunir le goût et l'efficacité de la production, qui n'est pas toujours le cas en Europe. Et aussi, vous avez les grandes entreprises comme Sanofi qui comprennent bien la biochimie. Donc, il faut tout ça en fait pour pouvoir créer un système qui est durable dans le temps. Et j'ai un petit peu noté tout ça là, food safety, science, supply chain intelligent. Vous avez Geodis en France, vous avez Bolloré évidemment. Voilà, vous avez plusieurs entreprises qui comprennent ça et vous avez les PME qui comprennent ça également. Et aussi blockchain, comment monter la traçabilité tout au long de la chaîne à la valeur avec d'autres technologies. Au lieu d'avoir une personne qui va tout noter, est-ce qu'on peut décentraliser enfin la traçabilité de ces technologies-là? Donc, il y a des entreprises blockchain qui s'intéressent
européennes qui s'intéressent aussi au marché agroalimentaire sain. Donc, la liste est assez large, mais je me permets de partager quelques mots-clés avec vous. Mais après, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter BCI, EDB ou la Chambre de commerce française à Singapour. Merci beaucoup. Alors, il n'y a toujours pas de questions parmi les participants. Peut-être avez-vous des remarques à faire ou souhaitez-vous reprendre la parole? Là, je m'adresse à Karine, Jacqueline peut-être, Nicolas, peut-être que vous souhaitez, avec Pauline aussi, rebondir sur certaines remarques par rapport au voyage d'études que vous avez pu faire et par rapport au partenariat technologique que propose le pôle. Oui, pardon, Karine. Peut-être que Wendy, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, Dylan a vraiment dressé un panorama qui est assez complet, effectivement des besoins bien spécifiques sur lesquels travaille Singapour. Est-ce que, je ne sais pas si Wendy, tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter? On ne t'entend pas, Wendy. Ton micro n'est pas ouvert, Wendy. Allô? Oui, c'est bon. Ouais. Désolée, j'étais sur un autre webinaire en même temps. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je voulais savoir, parce que là on est en train juste de conclure un petit peu sur effectivement les besoins de Singapour en matière agri-food tech, plus sur les nouvelles technologies, etc. Donc, Jacqueline et Dylan ont dressé un panorama assez complet des priorités, notamment de Singapour et des secteurs sur lesquels Singapour travaillait. Je ne sais pas si tu avais des choses que tu souhaitais ajouter. Pour éclairer les entreprises bretonnes participantes sur les besoins concrets en compétences, en équipement, en ressources soft. Voilà, est-ce que tu souhaites apporter des compléments d'information? Oui, à Singapour, ça commence à avoir en fait des sociétés qui font aquaculture et tout ce qui est en fait vertical farming. Mais en fait, si on peut avoir une solution qui peut en fait augmenter, en fait en anglais c'est le yield, pour avoir plus de production dans la production de légumes, parce que c'est pas facile de produire, parce qu'on est juste on achète 90% de nos aliments aujourd'hui et pour aller jusqu'au en fait de produits 30 par 30, c'est pas facile. Ambitieux. Oui, mais on en a parlé effectivement de cette ambition. D'amélioration de la production et de la productivité et tout ce qui est production agroalimentaire urbaine. On est vraiment sur ce sujet-là et aliments du futur et sécurité alimentaire. Je crois que c'est les trois choses à retenir sur Singapour. Exact. Donc, exactement comme vous avez dit, si on peut avoir beaucoup plus de production pour atteindre plus vite notre objectif, et en plus, notre pays est très petit, donc si on peut avoir les solutions innovatives pour pouvoir produire plus, je pense que ce sera super. Et en plus, légumes de toutes les saisons, parce que Singapour est trop chaud, donc on n'a pas la saison, les 4 saisons comme les autres pays. Donc, si on peut avoir en fait technologie pour produire en fait les légumes qu'on mange tout le temps, ça sera super. Et à Singapour, on commence à produire les fraises, mais les fraises blanches, par exemple. Donc, ça, c'est la technologie qu'on aimerait avoir à Singapour, si c'est possible, pour nous rêver un jour qu'on n'est plus dépendant en fait à toutes les importations qu'on fait. Peut-être tout ce qui est en fait les produits gourmets qui viennent de France, qu'on peut produire en fait à Singapour, les charcuteries françaises, les fromages qu'on importe tout le temps à Singapour, qu'on peut produire en fait à Singapour avec la méthode française, ou soit les pâtés, les charcuteries, les pâtés, les saucissons secs qu'on mange. Ouais, donc il faut aller en fait un peu loin
qu'est-ce qu'on importe aujourd'hui de France et qu'est-ce qu'on peut faire en fait à Singapour nous-mêmes. C'est un rêve, c'est un petit rêve, mais un jour, on va arriver. On va arriver, voilà. C'est ça mes dernières notes. Merci Wendy. Merci Wendy. Je crois que Dylan a partagé un document dans le chat. Oui, c'est ce que j'allais dire. Céline nous a partagé un lien que je vais rajouter à la présentation pour que tout le monde en profite. Un lien c'est un article en fait sur l'écosystème de l'agri-food à Singapour. Donc je rajouterai ce lien à la présentation pour vous en faire bénéficier. Merci Céline pour le partage du lien. Bon, s'il n'y a pas de questions de la part des participants, eh bien on va conclure et terminer ce webinaire. Isabelle, de ton côté, donc Isabelle, chargée d'affaires Agri à BCI. Je ne sais pas si Isabelle, si tu veux toi aussi rebondir et s'il y a des remarques que tu souhaites partager. Mais sinon, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, encore une fois, la présentation va être en intégralité disponible sur BCI Info, soit dans la journée, soit demain. Je m'efforce de faire ça rapidement. Le podcast, lui, sera disponible un petit peu plus tard, le temps pour nous de traiter la vidéo. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de… Merci, Karen. En tout cas, comment des entreprises pourraient peut-être se sentir que partiellement concernées par ce marché-là, parce qu'elles n'ont qu'une partie de compétences, on va dire, dont a besoin Singapour, mais en tout cas, qu'elles n'hésitent pas à revenir vers nous, hein, soit BCI, soit nos partenaires de la Chambre de commerce à Singapour, pour justement parler de leurs projets qui pourraient quand même s'intégrer dans une dynamique dont a besoin Singapour. Oui, il y a besoin sur la chaîne de valeur, hein, toutes les compétences sont recherchées, donc il y a forcément un axe dans lequel vous pouvez rentrer et apporter votre expertise. Merci Isabelle. Donc, on reste à votre entière disposition, hein. Vous avez les coordonnées de tous nos intervenants de ce matin à la fin de cette présentation. Donc, ici, vous avez les chargés d'affaires de BCI. Ici, les coordonnées donc, de VG Police et de la Chambre de commerce française à Singapour. Les coordonnées de Céline et Jacqueline sont ici. Vous avez leur mail. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est à votre entière disposition. C'est très facile, post-webinaire, d'organiser une visio ou un call pour échanger plus en détail sur vos projets, vos compétences, quelles seraient les ouvertures et les opportunités pour vous. Donc, sur cette thématique-là que l'on a traitée ce matin, l'agriculture urbaine et les agri-food tech. On est à votre service, donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore beaucoup pour votre attention et votre inscription à ce premier webinaire de la semaine Asie que l'on va vous proposer donc, tout au cours de cette semaine. Je vous remercie aussi par avance de bien vouloir prendre 1 ou 2 petites minutes, promis, ça ne prend pas plus de temps, pour répondre aux petits questionnaires que vous allez trouver lorsque vous allez vous déconnecter du webinaire. Il est vraiment très important pour nous, BCI, mais aussi pour nos intervenants d'avoir vos retours, vos appréciations, vos suggestions, vos idées de thématiques pour de prochains webinaires. Donc, merci beaucoup par avance de bien vouloir prendre cette petite minute pour répondre aux questionnaires tout à l'heure. Merci à vous, chers intervenants, pour votre temps et puis votre expertise partagée ce matin. On reste en contact, évidemment, pour apporter plus de réponses aux interrogations que peuvent se poser les entreprises bretonnes sur cette thématique. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous aussi. À très bientôt. Merci. Merci Bonne beaucoup. semaine. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.